As-tu déjà assisté à un match sans ressentir la moindre émotion, alors que tout le monde autour de toi vibrait comme si leur vie en dépendait? Dans un monde où des millions de personnes organisent leur week-end autour d'un coup d'envoi, où des foules entières hurlent pour des joueurs qu'elles ne rencontreront jamais, où l'économie entière peut s'enflammer pour un simple ballon, il existe une minorité silencieuse. Ceux pour qui tout cela ne provoque rien. Pas par provocation, pas par manque de compréhension, pas par rejet social, mais simplement parce que ce spectacle semble destiné à d'autres, pas à eux. La plupart pensent que ces personnes sont froides, asociales ou incapables d'apprécier la compétition. Mais la psychologie raconte une histoire bien différente. Ceux qui restent indifférents au sport ne souffrent d'aucune carence. Ils ont simplement remarqué quelque chose que beaucoup de fans n'ont jamais pensé à questionner. Commençons par l'instinct le plus ancien, la tribu. Le sport moderne fonctionne comme un système tribal. Nous contre eux, nos couleurs contre les leurs, notre territoire contre le leur. Pour nos ancêtres, appartenir à un groupe était vital. L'unité garantissait la survie. L'exclusion signifiait le danger. Aujourd'hui, stades et équipes exploitent ce vieux câblage neurologique. Quand ton équipe marque, ton cerveau sécrète un cocktail hormonal comme si tu venais d'accomplir quelque chose. Les victoires et défaites provoquent de véritables variations internes, semblables à celles ressenties après une chasse réussie ou une bataille gagnée. Des recherches ont même montré les mêmes oscillations hormonales lors d'élections politiques. Le cerveau ne fait aucune différence entre une victoire sportive ou une victoire électorale. Une victoire est une victoire, une défaite est une défaite. Mais les non-fans, eux, fonctionnent autrement. Leur instinct tribal n'est pas absent. Ils possèdent juste un seuil plus élevé d'activation. Être loyal envers une équipe par simple géographie leur paraît arbitraire. Les joueurs changent constamment. Les propriétaires déplaceraient la franchise demain si un meilleur contrat les attendait ailleurs. Les symboles sont souvent des constructions marketing plus que des identités profondes. Leur cerveau décide calmement, ce n'est pas ma tribu. Le signal ne prend pas. Non pas parce qu'ils fuisaient la connexion, mais parce qu'ils la cherchent ailleurs, dans des idées partagées, des créations communes, des valeurs profondes, plutôt que dans des couleurs portées sur un maillot. Vient ensuite la question de l'espace mental. Ce que les psychologues appellent l'allocation cognitive. Être un véritable fan requiert une quantité immense d'attention et de mémoire. Statistiques, stratégie, transfert, rivalité, information, historique. Ce n'est pas un passe-temps, c'est un univers entier. Certains ont simplement consacré cet espace mental à autre chose. Leur emplacement passionnel est déjà occupé. Par la musique, par la recherche, par un métier créatif, par les marchés, par une discipline qu'ils approfondissent. Leur esprit a construit son propre stade et il est déjà complet. Ils ont fait un choix, parfois conscient, parfois instinctif. Où mon énergie sera-t-elle la plus utile ? Des heures à retenir des statistiques ou des heures à développer une compétence, des émotions liées à des résultats incontrôlables, ou investis dans des projets sur lesquels ils ont réellement prise. Puis viennent les neurones miroirs, ces cellules fascinantes qui s'activent quand tu agis, mais aussi quand tu observes quelqu'un agir. Ce mécanisme te fait sursauter quand tu vois quelqu'un tomber, ou accélérer ton rythme cardiaque quand un athlète sprinte. Pour ton cerveau, regarder et faire se ressemblent énormément. Mais les neurones miroirs se déclenchent surtout quand tu t'identifies à la personne que tu regardes. Quand tu sens, même inconsciemment, que son succès pourrait être le tien. Les non-fans ont parfaitement ce mécanisme. Ils s'activent simplement pour d'autres modèles. Un musicien qui réussit un passage difficile, un artisan qui crée quelque chose de beau, un ingénieur qui assemble une solution élégante. Leurs héros ne jouent pas dans des stades. Ils créent, construisent, inventent. Ensuite, il y a la question du récit. Le sport offre une histoire prête à consommer. Tension, enjeu, climax, résolution. Tu n'as rien à produire. Il suffit de regarder. Mais certains esprits sont configurés autrement. Ils ne veulent pas recevoir un récit déjà écrit. Ils veulent se le construire. Ils investissent leur énergie émotionnelle dans leurs propres projets, leurs visions long terme, leurs œuvres, leurs idées. Ils ne veulent pas seulement suivre une saison. Ils veulent écrire leur propre histoire. Il y a cependant un coût social. Le sport est un langage universel. Tu as vu le match ? Ouvre instantanément les conversations. Ne pas suivre crée une petite distance, un léger décalage, une micro-séparation. Les non-fans apprennent à gérer ça. Certains font semblant, certains changent de sujet,
Certains acceptent que certains cercles resteront partiellement hermétiques. Mais ils découvrent aussi quelque chose d'important. Les relations qui n'ont pas besoin du sport pour exister sont souvent plus profondes. Sans ce sujet refuge, tu dois vraiment apprendre qui était la personne en face de toi. Ce qu'elle pense, ce qu'elle crée, ce qui la passionne, ce qui la hante. Les conversations deviennent plus authentiques, plus rapidement, et puis il y a la notion de présence. Pendant un match important, le monde s'arrête. Le temps se met entre parenthèses. C'est une échappatoire, une immersion totale. Les non-fans ont cette immersion aussi. Mais ailleurs, dans l'atelier, dans l'écriture, dans la musique, dans l'étude, dans un projet qui les absorbe entièrement. Mais leur immersion produit quelque chose. Une création, une avancée, une compétence, une idée concrétisée. Ils ne fuient pas moins, ils fuient autrement. Et la majorité d'entre eux comprend très bien pourquoi les autres aiment ça. Ils voient la joie, l'énergie, la tradition, la communion. Ils savent que ce plaisir est réel. Ils savent juste que ce plaisir ne leur appartient pas. Au final, que révèle tout cela ? Les personnes indifférentes au sport ne sont pas défaillantes. Elles ne manquent de rien. Elles choisissent simplement de placer leur attention, leur ressource la plus précieuse, dans des directions différentes. Elles choisissent leur tribu, leur héros, leur récit. Leur silence pendant le match n'est pas vide. C'est le bruit discret d'un autre moteur, celui d'un esprit qui construit au lieu de regarder, celui d'une vie où l'objectif n'est pas d'être spectateur, mais auteur. Si ça t'a parlé, partage ton histoire dans les commentaires, et si tu veux aller plus loin dans la compréhension de ton esprit, abonne-toi. On analyse la psychologie qui explique vraiment comment ton cerveau fonctionne. À très vite.